L'Iran, à quelques jours des pourparlers cruciaux avec Washington, impose une ligne rouge intransigeante. Téhéran refuse catégoriquement de transférer son uranium enrichi, une condition clé des accords passés, la balayant d'un revers de main. Tout en réaffirmant qu'il ne poursuivra jamais de programme d'armement nucléaire, l'Iran met en garde les États-Unis. La retenue a un prix. Alors que les tensions nucléaires se cristallisent, Téhéran adresse également une menace sévère à Israël, semant des doutes sur la possibilité même de voir les pourparlers de vendredi avoir lieu. Un haut conseiller de l'ayatollah Ali Khamenei. L'Iran, à quelques jours des pourparlers cruciaux avec Washington, impose une ligne rouge intransigeante. Téhéran refuse catégoriquement de transférer son uranium enrichi, une condition clé des accords passés, la balayant d'un revers de main. Tout en réaffirmant qu'il ne poursuivra jamais de programme d'armement nucléaire, l'Iran met en garde les États-Unis. La retenue a un prix. Alors que les tensions nucléaires se cristallisent, Téhéran adresse également une menace sévère à Israël, semant des doutes sur la possibilité même de voir les pourparlers de vendredi avoir lieu. Un haut conseiller de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême, a fermement rejeté l'idée d'un envoi d'uranium enrichi à l'étranger, soulignant que l'Iran ne reviendrait pas sur la concession fondamentale de l'accord nucléaire de 2015. Ali Shamkhani, une figure puissante du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, a déclaré qu'il n'y a aucune raison pour l'Iran de transférer son uranium hautement enrichi vers un autre pays, rejetant les suggestions selon lesquelles la Russie pourrait à nouveau prendre en charge le matériel. Les commentaires sont venus après que le Kremlin ait déclaré que Moscou avait longtemps proposé de jouer ce rôle, le qualifiant de moyen d'apaiser les tensions internationales. Shamkhani a insisté sur le fait que l'Iran ne recherche pas d'armes nucléaires et ne le fera jamais, mais a averti que la retenue aura un prix pour les États-Unis. Son message portait une teneur plus tranchante. Parallèlement à la défiance nucléaire, Shamkhani a émis des menaces envers Israël, soulignant à quel point le moment reste volatile, alors que la diplomatie est suspendue à un fil. Cette position de Shamkhani n'est pas anodine. Elle intervient à un moment où Washington espérait justement obtenir cette concession comme point de départ des négociations. L'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, avait précisément inclus cette clause. L'Iran devait transférer la majeure partie de son uranium enrichi à la Russie en échange de la levée des sanctions. C'était la pierre angulaire de l'accord, le mécanisme qui devait garantir que Téhéran ne pourrait pas rapidement produire une bombe nucléaire, même s'il décidait de rompre l'accord. En rejetant catégoriquement cette option maintenant, Shamkhani envoie un signal clair. L'Iran de 2026 n'est pas l'Iran de 2015. Le régime a survécu à des années de sanctions maximales sous la première administration Trump. Il a survécu à l'assassinat du général Qassem Soleimani. Il a survécu à des campagnes de sabotage contre ses installations nucléaires. Et il a survécu, ces dernières semaines, à l'une des vagues de protestations les plus massives de son histoire. Cette résilience, aussi coûteuse soit-elle, a convaincu le régime qu'il peut négocier d'une position de force relative. Pas de force absolue, certes, mais d'une position qui lui permet de poser ses propres lignes rouges plutôt que de simplement accepter celles imposées par Washington. La proposition russe de prendre en charge l'uranium enrichi iranien n'est pas nouvelle. Moscou joue ce rôle de facilitateur depuis des années, se positionnant comme le pont entre l'Iran et l'Occident. Pour la Russie, c'est une carte géopolitique précieuse. Cela lui permet de rester indispensable dans le dossier nucléaire iranien, de maintenir son influence à Téhéran et de se présenter comme un acteur responsable sur la scène internationale. Mais pour l'Iran, accepter cette offre maintenant serait perçu comme une capitulation, surtout après avoir résisté pendant des années à la pression américaine, surtout après avoir payé un prix économique et humain si élevé pour maintenir son programme nucléaire. Shamkhani le sait, Khamenei le sait, et c'est précisément pourquoi cette ligne rouge a été tracée publiquement à quelques jours seulement des pourparlers prévus. En même temps, Téhéran a envoyé des signaux contradictoires. Le président iranien Massoud Bzesh a déclaré qu'il avait ordonné au ministre des Affaires étrangères de poursuivre des négociations justes et équitables avec les États-Unis, marquant un changement dramatique après des semaines de troubles et une répression meurtrière des manifestations nationales. Ce mouvement suggère un soutien discret du guide suprême Khamenei lui-même, malgré une résistance antérieure aux pourparlers. Cette déclaration de Bzeshkan est importante. Elle indique que malgré la rhétorique dure de Shamkhani, il existe toujours une volonté au sein du régime de s'engager diplomatiquement avec Washington. Mais cette volonté est conditionnelle, elle est fragile,
et elle est soumise à des calculs politiques internes extrêmement complexes. Khamenei n'a jamais été enthousiaste à l'idée de négocier directement avec les États-Unis. Pour lui, Washington reste le grand Satan, l'ennemi existentiel de la République islamique. Mais Khamenei est aussi un pragmatique. Il sait que l'économie iranienne est au bord du gouffre. Il sait que les manifestations récentes ont révélé une fracture profonde entre le régime et une partie significative de la population. Il sait que sans un certain allègement des sanctions, la stabilité du système est en danger. C'est pourquoi il a probablement donné son feu vert discret à Pezeshkian pour explorer la voie diplomatique. Mais ce feu vert est accompagné de conditions strictes. L'Iran ne peut pas être vu comme suppliant. L'Iran ne peut pas accepter un accord humiliant. Et surtout, l'Iran ne peut pas abandonner ce qu'il considère comme ses droits souverains dans le domaine nucléaire. C'est dans ce contexte que les menaces de Shamkhani envers Israël prennent tout leur sens. En couplant la défiance nucléaire avec des avertissements à Tel Aviv, Téhéran envoie un message à plusieurs niveaux. D'abord, il rappelle que toute action militaire américaine contre l'Iran déclencherait une réponse régionale impliquant Israël. Ensuite, il signale à son opinion publique intérieure et à ses alliés régionaux que le régime n'a pas faibli, qu'il reste fidèle à sa rhétorique anti-israélienne. Enfin, il complique délibérément les calculs de Washington parce que toute administration américaine doit tenir compte de la sécurité d'Israël dans ses décisions concernant l'Iran. En agitant la menace d'une escalade impliquant Israël, Shamkhani espère limiter les options militaires américaines et renforcer la pression pour une solution diplomatique. Mais la voie diplomatique est déjà chancelante. Selon le Wall Street Journal, des responsables iraniens ont menacé de se retirer des pourparlers prévus pour vendredi avec l'envoyé américain Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump. La raison reste floue. Compliquant encore les choses, des rapports indiquent maintenant que la réunion pourrait ne plus avoir lieu en Turquie. Les responsables indiquent que le lieu est encore indécis. Cette incertitude est révélatrice. Elle montre à quel point les positions restent fragiles. Elle montre que malgré les déclarations publiques des deux côtés sur leur volonté de négocier, les conditions préalables n'ont pas encore été pleinement acceptées. Pourquoi l'Iran menacerait-il de se retirer à la dernière minute? Plusieurs hypothèses circulent. La première est que l'Iran cherche à obtenir des garanties supplémentaires avant de s'asseoir à la table. Peut-être sur la structure des pourparlers, peut-être sur les sujets qui seront abordés, peut-être sur les concessions que Washington est prêt à faire dès le départ. La seconde hypothèse est qu'il y a des tensions internes au sein du régime iranien. Khamenei pourrait avoir autorisé les pourparlers, mais certaines factions, notamment les gardiens de la révolution, pourraient faire pression pour les saboter. La troisième hypothèse est tactique. En menaçant de se retirer, l'Iran cherche à obtenir un avantage psychologique à montrer qu'il n'est pas désespéré, qu'il peut se permettre de dire non. Le changement de lieu est également significatif. La Turquie avait été choisie comme terrain neutre, un pays qui entretient des relations à la fois avec Washington et Téhéran. Si ce lieu n'est plus confirmé, cela pourrait indiquer des désaccords sur les modalités pratiques de la rencontre ou cela pourrait refléter des pressions extérieures, peut-être de la part d'acteurs régionaux qui ne veulent pas voir ces pourparlers réussir. L'Arabie saoudite, par exemple, pourrait ne pas être enthousiaste à l'idée d'un rapprochement irano-américain qui marginaliserait son rôle. Israël, de son côté, fait tout ce qu'il peut pour saboter toute perspective d'accord nucléaire avec l'Iran. Alors que les lignes rouges nucléaires se durcissent et que les négociations vacillent, la question n'est plus de savoir si l'Iran et les États-Unis vont parler, mais si les pourparlers auront même lieu. Cette formulation capture parfaitement l'état actuel du dossier. Nous sommes passés d'une phase où la question était de savoir quand et où les pourparlers auraient lieu, à une phase où leur existence même est remise en question. C'est un recul diplomatique significatif et il illustre à quel point les positions des deux côtés restent éloignées malgré les signaux publics d'ouverture. Pour Washington, la position est claire. Trump veut un accord, mais il veut un accord à ses conditions. Il veut que l'Iran arrête son enrichissement d'uranium, qu'il transfère son stock existant, qu'il accepte des inspections intrusives et qu'il modifie son comportement régional. C'est un paquet complet qui va bien au-delà du simple dossier nucléaire. Pour Trump, l'Iran doit choisir entre un accord global qui lève les sanctions et lui permet de réintégrer l'économie mondiale ou une pression continue qui pourrait finir par provoquer un effondrement du régime. Il n'y a pas de moyen terme dans cette vision. Pour l'Iran, la position est tout aussi claire, mais diamétralement opposée. L'Iran veut la levée des sanctions.
mais il veut conserver son programme nucléaire qu'il considère comme un droit souverain et comme une garantie de sécurité face à ce qu'il perçoit comme une menace existentielle américaine et israélienne. L'Iran est prêt à accepter des limites sur son programme, comme il l'a fait en 2015, mais il ne veut pas démanteler complètement ses capacités et il refuse catégoriquement de négocier sur son rôle régional qu'il voit comme une question de politique étrangère indépendante de tout accord nucléaire. Ces deux positions sont difficilement conciliables. C'est pourquoi les pourparlers, s'ils ont lieu, seront extrêmement difficiles. C'est pourquoi les deux parties posent des lignes rouges avant même de s'asseoir à la table. Elles cherchent à définir le champ du possible, à établir ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Shamkhani, en déclarant publiquement que l'Iran ne transférera jamais son uranium enrichi, pose un marqueur. Il dit à Washington « Si c'est votre condition préalable, autant ne pas perdre de temps à parler ». Mais en même temps, Zeshkan ordonne à son ministre des Affaires étrangères de poursuivre des négociations justes et équitables. Ce qui signifie que tout n'est pas perdu, qu'il existe encore une fenêtre, aussi étroite soit-elle, pour un dialogue constructif. Le problème est que cette fenêtre se referme rapidement. Chaque déclaration dure, chaque menace, chaque incident militaire dans le Golfe la rétrécit un peu plus. Et si vendredi arrive sans que les pourparlers aient lieu, il faudra probablement des semaines, voire des mois, pour reconstruire la dynamique diplomatique. C'est dans ce contexte que les prochaines 48 heures deviennent absolument cruciales. Soit les deux parties trouvent un terrain d'entente minimale sur les modalités et les objectifs des pourparlers, et la réunion a lieu, soit les différences s'avèrent insurmontables et nous entrons dans une nouvelle phase de confrontation, où les options militaires et les pressions économiques maximales redeviennent les principaux outils de la relation. Pour l'instant, tout est en